En 1949, dans Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir se réfère à plusieurs reprises aux contes de fées pour dénoncer l'imaginaire sexiste dont les femmes sont historiquement victimes. La femme, écrit-elle, c'est la belle au bois dormant, peau d'âne, Cendrillon, Blanche-Neige, celle qui reçoit et subit. L'homme, à côté, part aventureusement à sa recherche, l'adverbe est dans le texte. Il pourfend des dragons, il combat des géants, tandis qu'elle l'attend, captive, endormie. L'axiologie est limpide. L'homme mène une vie palpitante, périlleuse mais enviable, glorieuse même. La femme, elle, se languit dans une existence au mieux sans intérêt. L'un est actif, l'autre passive. L'un est héroïque, l'autre fragile et dans l'expectative. Ces modèles, selon la philosophe, forgent pour les deux sexes des destins opposés qui favorisent la domination des mâles au foyer comme dans la société. Dans la foulée, on a pris l'habitude de faire porter à Walt Disney les torts dont Charles Perrault et les frères Grimm se seraient rendus coupables. À y regarder de près, pourtant, les choses ne sont pas si simples, même dans la trilogie des premières princesses Disney, Snow White, Cinderella et Sleeping Beauty. On a compris que le procès repose sur une opposition radicale entre l'aventure, qui favoriserait l'épanouissement des hommes, et l'amour, qui contribuerait à l'asservissement des femmes. Sauf que l'aventure, c'est avant tout le bouleversement du quotidien, l'exposition au péril, et qu'en l'occurrence, cela concerne bien plus les princesses que leurs princes. Snow White est menacée de mort par l'Evil Queen. Cinderella est confrontée au décès de son père. Aurora est condamnée par le don funeste de Maleficent qui renoue avec le sens originel de l'aventure comme énoncé de ce qui doit arriver. Dans les trois cas, un événement advient qui crée une situation tragique dont la jeune fille doit triompher. Seule Cinderella paraît vraiment y parvenir avec l'aide de sa fée marraine et de ses amis les animaux. Snow White et Aurora tombent en effet dans les pièges qui leur sont tendus et se retrouvent victimes du même sommeil magique. Cela constitue certes un obstacle à leur progression, mais ce n'est qu'une épreuve de plus sur leur parcours, comme les activités ménagères qu'elles surmontent en faisant contre mauvaise fortune bon cœur. Surtout, cette péripétie qui débouche sur une forme de mort symbolique consacre justement le caractère aventureux de leur parcours. Mourir, songe Peter Pan dans le roman de Barrie, ça sera une sacrée grande aventure. C'est celle que vivent Snow White et Aurora sur le mode de l'antiphrase, pour reprendre les termes de l'archétypologie de l'imaginaire. Si leur expérience apparaît comme un échec, c'est qu'on ne veut voir dans le prince charmant que l'heureux destinataire de la quête amoureuse de l'héroïne, alors qu'il en est aussi un adjuvant, et un adjuvant qui jouit de toute la confiance du sujet. C'est pourquoi Snow White peut fredonner au futur simple qu'un jour son prince viendra. Sa chanson n'exprime pas l'aspiration vague dont Simone de Beauvoir se gausse un peu à la manière de Grumpy, mais une vraie certitude. On oublie trop que ces deux princesses connaissent leur prince. C'est une différence notable avec les hypotextes. Il n'est pas un simple passant. Il est déjà l'homme dont elles sont amoureuses. Déjà, dans leur cœur, celui avec qui elles forment un couple. Ce qui, soit dit en passant, invalide la folle polémique lancée dans le sillage du mouvement MeToo sur leur absence de consentement au baiser qui les éveille. À côté de ce que vivent ces filles, parler d'héroïsme des princes est pour le moins décalé. Seul Philippe, après son enlèvement, accomplit une véritable geste pour sauver sa belle endormie. Les deux autres ne font que mener la vie sans histoire de jeunes héritiers d'un trône. Nulle aventure dans tout cela. Tous partagent en revanche la même quête de l'âme sœur que l'on attribue aux femmes. C'est tout le sens au début de Snow White, de l'enchaînement des airs I'm Wishing et One Song, ou du duo Once Upon a Dream dans Sleeping Beauty. Dans Cinderella, le grand chambellan laisse entendre au roi que le prince aimerait épouser une femme de son choix. L'intéressé rentre de voyage, on le soupçonne à la recherche de celle qui saura lui plaire. C'est tout le problème en fait. L'aventure dans ces films se confond avec la romance sur fond de conflit générationnel. Non! Non mais tu taquines ton pauvre père! Tu ne vas pas renoncer au trône, au royaume, pour une petite n'importe qui! Par nos ancêtres, je m'y opposerai! Tu es un prince et tu te dois donc d'épouser une princesse! Oh père, tout ça est très démodé.
Nous sommes au XIVe siècle et les Je jeunes... ne veux rien savoir, moi je suis le roi, et je entends que mon fils unique reprenne ses esprits. Et épouse celle qu'il aime. Parfaitement. Au revoir, père. Au revoir, père. Et épouse cette... Ah bon non, que tu... Non, Philippe, arrête, reviens. Philippe. Princes et princesses sont engagés côte à côte pour laisser parler leur cœur contre leurs aînés. De façon très significative, la bande dessinée tirée de Snow White à sa sortie explicite la jalousie de l'Evil Queen, qui pense d'abord que le prince est venu chanter pour elle. L'incident remplace la cruelle sincérité du miroir magique et s'achève par l'emprisonnement du jeune homme. Pas question pour la marâtre de laisser à sa belle-fille un homme qu'elle convoite elle-même. Rivalité ou mariage arrangé, c'est cela le péril à vaincre, la véritable aliénation. Les prétentions autoritaires des adultes menacent également les deux sexes. L'aventure est donc partagée dans cette quête commune de la liberté d'aimer, mais elle privilégie nettement le sort des femmes qui occupent les rôles titres et attirent à elles toute la lumière. Les princes sont trop en retrait, trop fallot pour servir de modèle aux garçons, qui en revanche, par-delà les logiques de genre, adhèrent sans difficulté à la cause unanime de la jeunesse. Les filles sont l'étendard d'un âge. Elles en sont les héroïnes au plein sens du terme. Loin de déprécier les jeunes femmes, la romance hétérosexuelle honnie des gender studies leur permet d'échapper à l'hostilité de leurs propres congénères d'âge mûr, les Evil Queen, Lady Tremaine et Maleficent, pour servir d'icône à l'émancipation des deux sexes. La bibliothèque du roi dans Cinderella précise les valeurs que les studios attachent à l'amour. On y trouve Homère pour la fidélité, Platon pour la dilection et Rabelais pour les plaisirs. Elles valent pour l'homme comme pour la femme, mais c'est la paysanne qui apparaît au premier plan, c'est elle qui mène le jeu. C'est elle l'héroïne de cette aventure à deux. La querelle humoristique de Flora et Merriweather sur la couleur de la robe d'Aurora dit assez en un temps où les codes chromatiques étaient stricts que la princesse porte aussi bien le rose que le bleu. Dans ces vieux Disney, le féminin est en quelque sorte la marque neutre des aspirations sentimentales de l'adolescence.